Cet homme a grandi battu, humilié, rejeté par la société et pris pour cible par le Ku Klux Klan. À 24 ans, il était obèse, fauché et sans avenir. Pourtant, il est devenu Navy Seals, recordman mondial et une légende vivante de la discipline. Laissez-moi vous raconter l'histoire de David Goggins. Tout commence à Buffalo en 1981, dans une grande maison de Paradise Road. 4 chambres, un garage double, une Rolls-Royce, une Mercedes, une Corvette, noire, garée devant. Sur le papier, ils avaient tout. La famille Goggins semblait vivre le rêve américain. Mais comme le dit David, les surfaces vernies réfléchissent bien plus qu'elles ne révèlent. Son père, Trunis Goggins, était un homme séduisant, bâti comme un boxeur, toujours tiré à 4 épingles dans ses costumes sur mesure. Un homme d'affaires respecté en public, mais un monstre à huis clos. Sa mère, Jackie, magnifique et bien plus jeune que lui, vivait dans la peur constante. Son frère, Trunis Jr., lui aussi apprenait très tôt à se taire face à leur père. David disait même, dès que les voisins fermaient la porte, on vivait avec le diable en personne. À 6 ans, David avait déjà compris que ce monde n'était pas normal. À l'école, il somnolait sans cesse, incapable de rester éveillé. Il portait des pantalons longs, même sous la chaleur, pour cacher les bleus sur ses jambes. Chaque soir, la famille travaillait jusqu'à minuit à la patinoire que possédait son père. Jackie préparait les hot dogs, David rangeait les rollers, nettoyait les pistes, grattait les chewing-gums sur le sol, et si une paire venait à manquer, c'était pour son dos. Les clients voyaient juste une affaire familiale, mais derrière les rires et la musique, il y avait des cris, des pleurs et des coups. Trunis gardait tout l'argent pour lui, refusait d'ouvrir un compte à sa femme, la privant ainsi de liberté. Il la trouvait ouvertement, parfois juste sous ses yeux. Un soir, Jackie l'a même surprise dans les bras d'une autre. Sur le trajet du retour, Jackie lui a reproché son infidélité, et pour la punir, alors que bon, c'est quand même lui qui l'a trompée, il a sorti sa ceinture et l'a frappé jusqu'à que sa tête heurte le mur. David, pris de rage, saute pour défendre sa mère en criant sur son père « Ne frappe pas maman ». Mais Trunis s'est retourné et l'a frappé aussi. Ce soir-là, sa mère a réussi à déclencher l'alarme de la maison. Sûrement au States, ils avaient des sortes d'alarmes pour appeler la police. La police est venue, mais Trunis, étant un très bon manipulateur, les a convaincus que ce n'était qu'une petite dispute de couple. Et l'affaire a été classée sans suite. Jackie a sombré, elle n'a même pas pensé au suicide, mais une voisine, nommée Betty, lui a offert une porte de sortie. Pour rappel, Jackie n'avait pas de carte bleue, elle n'avait pas de compte bancaire, elle n'avait pas de véhicule, elle ne possédait rien. Betty lui a conseillé de regagner la confiance de Trunis afin qu'il lui signe l'accord pour qu'elle possède une carte bleue. Jackie a joué le jeu donc pendant plusieurs semaines, feignant l'amour et l'admiration pour Jackie. Dès qu'elle a eu la carte, elle a rassemblé ses fils et un soir, alors qu'ils étaient à table, elle lâcha « Les garçons, je quitte votre père ». À ce moment-là, vous doutez bien que Trunis a explosé. Il a hurlé que sans lui, elle n'était rien. Et il a dit même tes fils vont finir comme des fiottes. Pas sûr de l'info, hein. Au vu de ce que David est devenu, je pense qu'il était loin de réaliser ce que son fils allait devenir, quoi. Après avoir fui Buffalo, Jackie prit la route et se rend en direction de Brésil, dans l'Indiana, où vivaient ses parents. 8 heures de route, 8 heures de larmes, de pleurs et de silence. Et quand Jackie gare la voiture devant la maison familiale, David n'a alors que 8 ans. Et il comprend que leur vie ne sera plus jamais la même. Pendant 6 mois, il vivait chez les grands-parents, donc la mère de Jackie. David est inscrit à nouveau au CE1, alors qu'il a déjà redoublé. Il ne sait presque pas lire. Pour rappel, il travaillait à la patinoire, il dormait quasiment pas et il allait à l'école. Donc forcément, son cerveau était en construction à cet âge-là, il ne pouvait pas suivre. Mais cette fois, il rencontre quelqu'un qui va changer son destin. Et cette personne, il la nomme Sœur Catherine. C'est une professeure bienveillante qui croyait
vraiment en lui. Elle passe des heures et des heures après la classe à lui apprendre à écrire, à lire, à rêver, parce que c'est important aussi. Pour la première fois, quelqu'un voit en lui beaucoup plus qu'un gamin simplement brisé par la vie. Mais son grand frère, Trunis Jr., lui, ne supporte pas cette nouvelle vie. Il retourne à Buffalo pour revenir à l'ombre de son père. Je pense que vous n'y attendez pas, c'est là. Mais oui, son frère retourne vivre avec son père. Jackie, de son côté, s'accroche. Elle finit par trouver un petit appartement, un HLM de 55 mètres carrés, 2 chambres et seulement 7 $ de loyer par mois. Trunis, le père, qui avait beaucoup d'argent, je le rappelle, envoyait seulement 25 $ par mois de pension alimentaire. Jackie bosse dans un petit magasin la journée et suit des cours du soir à l'université. Elle survit grâce à l'aide sociale, 123 $ par mois et des bons alimentaires. Ils arrivent à s'en sortir, mais c'est très dur et forcément, ils ne mangent pas forcément à leur faim. Pendant un temps, tout semble aller mieux, mais les démons de David ne tardent pas à venir le réveiller. En CE2, il doit apprendre à écrire, à lire, alors qu'il peine déjà à tracer des majuscules. Sa nouvelle professeure, froide et distante, rien à voir avec Sœur Catherine, finit par dire à sa mère « Votre fils n'a pas sa place ici, il doit aller dans une école spécialisée ». Cette phrase brise quelque chose en David, le stress, la honte, le sentiment d'être différent, tout explose en lui. Il se met à bégayer, incapable de parler normalement devant la classe, et comme si ce n'était pas déjà assez, il est le seul enfant noir de toute l'école. Chaque jour, David subit le racisme, les moqueries, le rejet. Les enseignants pensent qu'il est lent. Le psychologue de l'école le diagnostique même TDAH. Alors David choisit une autre voie, la triche. Parce que oui, pour ne pas être humilié, il copie, il triche, il se met donc dans un état de survie constant, mais il ne le sait pas encore. Ce réflexe du moindre effort va devenir l'un de ses plus grands ennemis. Un peu plus tard, sa mère fait la rencontre de Will Mott, un charpentier, entrepreneur respecté, passionné de basket. Et ça a son importance. David trouve enfin une figure paternelle digne de ce nom. Will Mott joue au basket avec David, qui était aussi passionné de basket à ce moment-là. Un lien sincère est donc entre eux. Pour la première fois, la vie semble normale. Jackie et David prévoit même d'aménager avec Will Mott chez lui en Indianapolis. Mais le lendemain de Noël 1989, tout bascule. Will Mott participe à un match de ligue, devait amener David, mais change d'avis à la dernière minute. Ce soir-là, Will Mott rentre chez lui, gare sa voiture, et quelques secondes plus tard, il reçoit 5 balles qui lui traversent la poitrine. Le tueur s'approche, le regarde et termine le travail d'une balle entre les deux yeux. Will Mott, vous doutez bien, est mort sur le coup. Officiellement, une affaire louche liée à un contrat potentiellement de drogue était la raison de la mort de Will Mott. Mais pour Jackie et David, c'est un autre monde qui s'effondre. Jackie s'enferme dans un déni total. Elle ne pleure pas, elle devient vide, éteinte, mais malgré tout, elle décide de partir tout de même vivre en Indianapolis pour tenir la promesse qu'il s'était faite. David s'inscrit à Cathedral High School, une école privée prestigieuse. Et comme d'habitude, David triche pour réussir ses examens. Il s'en sort plutôt bien, du coup, et intègre l'équipe de basket, l'une des meilleures de l'État, mais les frais de scolarité sont trop élevés. Et donc, au bout d'1 an, il doit abandonner. Après avoir quitté l'école privée, David rentre alors à North High School, un lycée public immense de plus de 4000 élèves, en majorité issus des quartiers noirs. Il veut s'intégrer, paraître cool, alors il adopte le style de la rue. Pantalon biggie, casquette de travers, musique hip-hop en fond, commence à traîner avec des voyous. Un jour, sa mère rentre du travail chez elle et le surprit avec une dizaine de racailles dans son salon. Et là, pour Jackie, c'en était trop. Elle fait ses valises, embarque David et repart à Brésil, la petite ville qu'ils avaient pourtant fui. Là-bas, il est inscrit à Northview High School, 1200 élèves, seulement 5 noirs. David débarque avec son pantalon
Biggie, un blouson de Chicago Bulls et une casquette de travers. À ce moment-là, il explique dans le livre que c'était la première racaille noire qu'il voyait. Et il explique aussi que tout ce personnage qu'il s'était construit n'était qu'un masque derrière l'attitude. En réalité, il avait de la peur, l'insécurité et la honte. Mais le monde extérieur, lui, n'a aucune pitié. Un soir, il rentre d'une fête avec un ami. Il marche le long de la route d'une campagne à 16 km de chez lui quand un pick-up ralentit à leur hauteur. Les vitres du pick-up s'abaissent et des voix crient « Hey nègre, qu'est-ce que tu fous ici? Tu viens d'où toi ?» L'un des hommes du pick-up pointe directement son arme sur le visage de David qui reste figé. L'homme s'approche à 1 mètre de David puis repartit sans tirer. Parce que sinon vous n'aurez pas eu de vidéo sur David. Mais dans sa tête, la balle a déjà laissé une trace. Un jour, il mange une pizza avec une fille nommée Pam. Retenez bien ce nom, vous allez le voir, c'est important pour la suite. Car Pam elle a son importance. Son père, donc le père de Pam, rentre dans le restaurant et hurle « Je ne veux plus jamais te voir assis à côté de ce nègre ». Et un matin, en ouvrant son manuel scolaire, David découvre une phrase griffonnée au feutre « Négro, on va te buter ». Super, hein? On a envie d'étudier ça. À cette époque, le Ku Klux Klan organisait encore des marches dans les rues principales de Brésil. Les cagoules pointues, croix brûlées, les slogans de haine, certains jeunes qui participaient même au rassemblement du Ku Klux Klan allaient dans le même lycée que David. En brûlant des croix, pas trop cool l'ambiance du lycée, pas trop cool quoi. Franchement, il y a mieux, il y a mieux. Pendant ce temps, la mère de David était émotionnellement absente. Depuis le meurtre de Wilmot, elle s'est renfermée dans le travail, incapable de gérer sa douleur. Et en même temps, ça se comprend. Un jour, elle appelle David « J'ai reçu ton bulletin, moyenne D ». Et sur le bulletin, c'est indiqué qu'il a séché le quart de l'année. David rentre chez lui, prépare un sandwich au beurre de cacahuète et à la confiture. Ça a son importance pour ajouter un peu de sucre. S'assoit sur son lit, regarde les posters accrochés à son mur, Michael Jordan et des soldats des forces spéciales. Petit clin d'œil pour la suite. Deux symboles de ce qu'il aimerait être, mais qu'il ne sent pas digne d'incarner. Il se rend dans sa salle de bain, se regarde dans le miroir, et ce qu'il voit, il le déteste. Un ado perdu, sans avenir. Alors, il saisit une bombe de mousse à raser, l'étale sur son crâne et sur son visage, et se rase la tête. Et je tiens tellement à mon rôle de speaker, j'aime tellement me mettre dans la peau du personnage que... Voilà. Bref. Ce rituel simple devient un rituel de transformation. Faire son lit, se raser tous les jours, remonter son pantalon, faire la vaisselle, tondre le gazon. Il appellera ça plus tard le miroir des responsabilités. En gros, ce miroir des responsabilités, c'est se regarder et se dire les vérités. Il dit dans le livre, si tu es obèse, ne dis pas j'ai quelques kilos à perdre. Dis la vérité, je suis obèse. Ce n'est pas grave, mais arrête de te mentir à toi-même. C'est ce moment-là, ce face-à-face avec lui-même, qui changera tout. David décide de se reprendre en main, il tente les tests d'entrée dans l'armée de l'air, il échoue une fois, 2 fois, mais sa mère engage quelqu'un pour l'aider à réviser. Et David, obstiné, recopie chaque page du manuel encore et encore jusqu'à les connaître par cœur. Il finit donc par réussir, il obtient son diplôme, croit avoir gagné la guerre, mais l'armée allait révéler qu'au fond de lui, il était toujours fragile, il se sentait toujours pas en sécurité, qu'il n'avait pas encore les os et l'esprit endurcis. Un soir, David gare son pick-up sur le parking d'une enseigne de restauration rapide, sort une fiche, prend des notes sur les pièges à rats, et là tu te demandes, attends, il avait réussi les tests d'entrée dans l'armée de l'air, qu'est-ce qu'il fait avec des pièges à rats? Retour en arrière. Quand il s'engage, David pèse 80 kg. 4 ans plus tard, quand il quitte l'armée, il pèse plus de 140 kg. 140. Il a pris 60 kg, les gars. Chaque geste, pour lui, c'est un effort monumental. Se baisser pour poser un piège, marcher, respirer, tout est devenu
difficile. Il est obèse, essoufflé, piégé dans sa propre peau. Son rêve d'être un soldat d'élite s'était envolé. Il voulait devenir un guerrier, il est devenu un sniper de cafard. Il n'était pas très loin, quoi. Un homme qui opère dans l'ombre de la nuit, à genoux, dans la crasse, armé d'un spray anti-nuisible au lieu d'un fusil. Peut-être que si je le raconte comme ça, c'est quand même un peu plus stylé, quoi. Mais qu'est-ce qui s'est passé à l'armée? Comment elle a pu passer d'un futur soldat d'élite à un sniper de cafard? Tout a commencé lors d'une prise de sang de routine. Les médecins découvrirent que David était porteur du trait drépanocytaire. En gros, pour la faire courte, c'est une forme génétique liée à la drépanocytose. Ça se voit que je sais vraiment ce que c'est, quoi. Ça se voit, je pense. Bref, en gros, c'est pas une maladie, mais ça peut provoquer des arrêts cardiaques lors d'efforts extrêmes. Donc bon, c'est quand même assez important, quoi. Les médecins, suite à ça, décident donc de l'exclure de la formation. David fait semblant d'être abattu, mais au fond, il est soulagé. La pression, la douleur, les efforts, tout ça, c'est fini. Quelques jours plus tard, les médecins reviennent sur leur décision et lui disent « Ce n'est pas une contre-indication absolue, à toi de décider si tu veux rester ou si tu veux partir. » L'adjudant le regarde droit dans les yeux en attendant une réponse. Et David lâche d'une voix faussement hésitante « Vous savez, les médecins ne savent pas trop ce qu'il en est. Et moi, ça me tracasse, quoi. » L'adjudant signe alors les papiers pour raison médicale. Officiellement, il n'a pas abandonné, mais David sait très bien ce qu'il a fait. Il a fui. La honte l'étouffe, alors il se réfugie dans deux choses, la musculation et la nourriture. Il mange beaucoup, il s'entraîne sans objectif, il gonfle, il prend de la masse encore, et en quelques mois, son poids grimpe à 116 kg. Lorsqu'il a été rendu à la vie civile, son poids avait continué de grimper jusqu'à 136 kg. Ça fait une prise de poids de 56 kg quand même, hein. C'est pas rien, quoi. L'homme qui voulait devenir Navy Seals est désormais un dératiseur, obèse, piégé dans la médiocrité qu'il redoutait tant. À cette époque-là, la vie de David n'avait rien d'un film de motivation. C'était une routine grise, lourde et sans but. Il finissait son travail de dératiseur à 7 h du matin. Premier arrêt, le drive d'une chaîne de fast-food pour un milkshake XXL au chocolat. Deuxième stop, le 7-Eleven où il achetait une boîte entière de mini hot dog. Puis la rentrée chez lui où l'attendait sa femme Pam. Oui, celle-là, oui. C'est bien la femme où son père avait traité David de sale nègre. L'incident qu'il avait eu quand ils étaient jeunes. Ironie du destin, il avait épousé la fille de l'homme qu'il avait traité de nègre. À cette époque, David vivait dans la pénombre, au sens propre comme au sens figuré. Il travaillait de nuit, rentrait épuisé et dissimulait son vrai visage à tout le monde. De l'extérieur, on voyait un grand homme musclé, costaud et stable. À l'intérieur, il était brisé, apathique et effrayé. Un homme que la vie avait vidé de toute son énergie et de toute foi en lui-même. Un matin, il reçoit un appel de sa mère qui lui dit « Viens prendre des forces, David. » Et chez les Goggins, prendre des forces, ça veut dire faire un festin monumental. 8 rouleaux à la cannelle, une demi-douzaine d'œufs brouillés, un demi-livre de bacon, 2 grands bols de céréales, sans oublier, évidemment, le milkshake XXL et la boîte de donuts qu'il avait avalé juste avant. Il raccroche, se prépare et va prendre une douche. Puis entre deux bruits d'eau, deux bruits de jet, il entend une voix à la télé, une voix forte, captivante, et il entend un présentateur qui parle d'un groupe d'hommes, les Navy Seals, les soldats les plus durs du monde. Curieux, David sort de la salle de bain, s'enroule une serviette autour de la taille et s'avance vers le salon. Sur l'écran, il découvre le stage BUTS, le programme d'entraînement le plus extrême au monde. Des hommes rampent dans la boue glacée, hurlent, vomissent et s'effondrent de fatigue. C'est la fameuse Hell Week, la semaine de l'enfer.
Une épreuve où seul un tiers des candidats survit physiquement et mentalement. David reste alors figé. Il regarde ses hommes souffrir, se geler, tomber, et plus il regarde, et plus une idée bizarre s'installe dans sa tête. C'est ça. C'est exactement ce qu'il me faut. Il se rend compte alors que la douleur, la souffrance et la discipline, c'est peut-être la seule issue pour s'en sortir. La seule façon de tuer ce sentiment d'échec et de faiblesse. Il n'en est pas encore sûr, mais quelque chose vient de se réveiller en lui. À cet instant précis, David vient de rencontrer la version de lui-même qu'il va passer les 20 prochaines années de sa vie à construire. Le lendemain matin, David se réveille avec une idée fixe dans sa tête, devenir Navy Seals. Pas soldat, pas militaire, pas pompier, Seals. L'élite de l'élite. Ceux qui vont là où personne ne veut aller. Il cherche le numéro de téléphone pour contacter les recruteurs de la Navy et compose les numéros. De l'autre côté du combiné, une voix calme, posée, lui répond « Navy, recruiting office. Bonjour. » David prend une grande respiration. « Je veux devenir Navy Seals. » Silence. Puis le recruteur éclate de rire. « Ouais, bien sûr, comme les 200 autres qui m'ont appelé cette semaine. T'as fait l'armée, toi ?» David répond « Ouais, mais j'ai quitté. » Ok. Très bien. Passe au bureau. Demain matin, on va voir ce qu'on peut faire pour toi. Le lendemain, David pousse la porte du bureau, un café à la main, 136 kilos sur la balance. C'est quand même important de le repréciser. Le recruteur le regarde de haut en bas et lui dit « Tu plaisantes, j'espère. Tu crois vraiment que tu vas passer les tests Navy dans cet état ?» David, à ce moment-là, garde le silence. Alors, le recruteur continue « Tu veux devenir Navy Seals. T'as 3 mois. 3 mois avant la prochaine session de Buds. Et tu dois faire moins de 91 kilos pour être accepté. 3 mois, 48 kilos à perdre, mon pote. » Bon, je pense qu'à ce moment-là, il lui a pas dit mon pote. Je pense qu'il le sous-estimait bien comme il faut même. Et en même temps, ça se comprend. 48 kilos à perdre en 3 mois. Je sais pas si vous avez déjà fait des sèches. Moi, personnellement, j'en ai déjà fait une. Je suis passé de 83 kilos à 66 kilos en 4 mois. D'ailleurs, la vidéo, elle est sur ma chaîne YouTube. J'arrive même pas à imaginer 48 kilos en 3 mois. Mentalement, chimiquement, dans son cerveau à ce moment-là, ça devait être un véritable enfer. Bref, à ce moment-là, la plupart des gens, ils auraient abandonné. En même temps, ça se comprend. Mais Goggins, lui, sentit la flamme de le faire, malgré tout. Une flamme qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Il est rentré chez lui, pris une feuille et a écrit tout en haut de la feuille « Plan pour devenir Seals ». Et dès ce jour-là, il a fait un contrat avec la douleur. Chaque matin, il se levait à 4h30, montait ensuite sur son vieux vélo d'appartement et pédalait pendant plus de 2 heures. Ensuite, il faisait 2 heures de natation. Puis, comme si c'était déjà pas mal, partait sur un circuit training et remontait de nouveau sur son vélo pour faire encore 2 heures. Sa diète était composée d'un seul repas avec du poulet grillé et quelques légumes sautés. En moins de 2 semaines, il avait déjà perdu plus de 11 kilos. Son estomac gargouillait en permanence au vu de ses faibles apports caloriques. Son mariage, qui battait déjà de l'aile avec Pam, prenait le chemin vers le divorce. Et quand David n'était pas en train de s'entraîner, il lisait, comptait les calories ou regardait des vidéos de Seals. Il révisait également pour les tests ASVAB, donc c'est les tests d'entrée, et regardait également des films pour se motiver. Le premier jour où David a souhaité courir, il n'avait pas réussi à faire plus de 400 mètres. Son cœur battait si vite qu'il a cru qu'il allait mourir. Mais il y est retourné encore et encore, jour après jour, douleur après douleur, pendant 3 mois. Il s'est détruit littéralement pour renaître. Il a perdu près de 50 kilos. Chaque jour, il se regardait dans le miroir, il se parlait à lui-même et se criait dessus. Pourquoi pas, après tout. Je vais citer quelques phrases quand même, c'est important de les entendre. T'es faible, mais t'es pas fini. Tu vas souffrir, mais tu vas gagner. Deviens qui tu es censé être. Et un matin, 3 mois plus tard, sur la balance était affiché 91 kilos. Ah, et je vous ai pas dit,
David a passé les tests, du coup, ASVAB, donc pour rentrer, et il les a réussis. Et pour une fois, tout le travail acharné que David avait mis en place paya. J'imagine que là, vous voulez savoir comment se passe une Hell Week. Bon, en gros, la semaine d'enfer, ça veut dire en français. Alors, c'est très simple. Une semaine d'enfer, comme toute bonne semaine d'enfer, ça commence par une grenade. Donc, une bonne explosion, histoire de réveiller les tympans. Un instructeur que David nomme Pète le psycho plaque son visage contre celui des candidats, les yeux exorbités, les joues aussi rouges qu'une pomme d'amour, et hurle à plein poumon: dégagez dehors. Escouade entière bondit hors du dortoir, en file indienne, les bottes frappant au sol, trempées. La nuit explose sous les rafales d'une grosse batteuse, la M60. Des SEALs vident leur chargeur vers un ennemi invisible. Dans ce vacarme, le cœur de Goggins bat à tout rompre. C'est la panique, la confusion totale. Les cris, les ordres, la boue, tout se mélange. Et au milieu du chaos, Pète le psycho s'avance lentement, le visage couvert de pluie et de sable, un sourire presque sadique aux lèvres. Et d'une voix glaciale, il lâche: bienvenue à la semaine d'enfer, messieurs. Et là, c'est le début de la torture. En gros, imaginez-vous, vous êtes dans l'océan, pas sur la plage, dans l'eau, habillés, accrochés les uns aux autres, par une clé de bras, allongés sur le dos, les pieds vers le large, pendant que les vagues glaciales vous frappent sur le visage. Ensuite, c'est grimper de corde, pompe, traction, ciseaux, puis retour à l'eau, roulade dans le sable, mouillé, habillé, et on repart porter des zodiacs sur sa tête, en équipe d'un point A à un point B. Dit comme ça a l'air sportif, ça a l'air d'être une activité un peu difficile, mais ça a l'air d'être pas si infernal que ça. Il faut rajouter à ça que c'est la nuit, qu'il fait très très froid, que vous allez dormir entre 1 heure et 2 heures par nuit, et qu'il vous reste encore 120 heures à faire des pompes, des tractions, vous roulez dans le sable, portez des zodiacs sur la tête, et là tout de suite, c'est plus la même histoire. Mais ce que vous savez pas, c'est que David, c'est la deuxième fois qu'il vit cette semaine d'enfer. La première fois, il avait été retiré pour raison médicale. Il avait fait une pneumonie, mais il était revenu. Et cette fois, rien ni personne ne pouvait l'arrêter. Pendant la semaine de l'enfer, il expliquait qu'il s'imaginait que les instructeurs étaient fascinés par son équipe et par leur exploit. Il ne savait pas si c'était vrai, mais cette illusion lui permettait de garder l'esprit affûté et de porter ses frères dans la souffrance. À un moment, les instructeurs étaient même à court d'idées pour le faire craquer. Alors, un soir, l'un d'entre eux, Trey Goggins, le fait courir sur 2 km. Il lui balance: maintenant Goggins, tu vas retrouver ton bateau à la nage. Le bateau était à plus d'1 kilomètre au large, en pleine nuit. Risque d'hypothermie, de noyade, et seul, sans binôme. Mais David, vous le connaissez maintenant. Il saute dans l'eau, boit la tasse, mais il y va et il réussit. Il finit cette semaine d'enfer avec succès, mais, il y a toujours un mais, il est resté encore 5 mois pour valider la formation. Et oui, la semaine d'enfer, c'est pas vous réalisez une semaine, vous réussissez la semaine, et c'est bon, vous êtes Navy Seals. Ça, c'est le début, c'est l'apéritif, comme on dit. Le gros souci, c'est que son genou était dans un état catastrophique. Résultat, encore envoyé chez lui pour raison médicale. Décidément, la semaine d'enfer prend beaucoup plus de place que prévu pour lui. Pendant plus de 6 mois, il fait de la rééducation dans un appart miteux, envahi par la moisissure. Il vit avec Pam, oui, la fille de Pizza Hut, et sa belle-fille. Ils se sont remariés, ils croulent désormais tous les dettes de 60 000 $,
la boule au ventre et les pensées qui le harcèlent, change de voie, fait plutôt pompier, lâche l'affaire avec les Navy Seals. Mais vous commencez à connaître David, il y retourne, et cette fois-ci, une troisième fois. Et cette fois, il réussit. La semaine de l'enfer, les épreuves, tout. Et enfin, David parvint à devenir Navy Seals. Comme quoi, il lui a fallu 3 fois pour réussir. Jamais 2, sans 3. Le 12 novembre 2005, David a une idée, disons, originale. Courir 160 km en moins de 24 heures. Problème, il n'a pas couru plus de 2 km au cours des 6 derniers mois. Et côté nutrition, vous imaginez bien qu'il a sûrement prévu des gels, des électrolytes, une vraie préparation quoi. Je veux dire, 160 km, ça ne s'improvise pas. Pas quand vous appelez David. Lui, c'était une boîte de crackers et des bouteilles de Mioplex. Il s'est dit, c'est bon, avec ça, ça fait le taf. Je peux courir 160 km, il n'y a aucun problème. C'est bon, allez, on y va. Ce jour-là, David était accompagné de sa femme Kate, qu'il avait épousée quelques mois plus tôt. Un peu plus de 2 ans après son second divorce avec Pam, parce qu'il s'est marié 2 fois avec Pam et divorcé 2 fois, il explique qu'il se sentait comme un intrus parmi les coureurs. Tous étaient minces, affûtés, préparés physiquement, nutrition, électrolytes, stratégie, et en même temps 160 km, forcément, ça s'explique. Lui, vous vous souvenez, crackers, Mioplex, c'est tout. C'est David. Il s'élance sur la piste avec une coureuse du nom d'Ina Kaki, une femme d'environ 1,55 m pour 45 kg. Donc autant te dire que elle, pour cette course de 160 km, elle a le gabarit parfait. Imaginez l'écart. David, 1,85 m pour 95 kg, taillé pour la guerre, mais pas pour l'endurance. Et pourtant, au bout du 24e kilomètre, il est encore à son rythme, 5e de la course. Et que ça fait longtemps que vous n'avez pas couru, c'est juste incroyable. Incroyable. Et au 40e kilomètre, David, il est toujours 5e. Il lâche pas. Il boucle cette distance en 4 heures, donc quasiment l'équivalent d'un marathon en 4 heures, sans préparation, donc c'est juste incroyable. Mais il faut savoir que David avait déjà couru un marathon dans sa vie et c'est tout. Donc à partir de là, à partir de ce moment-là précis, il lui reste l'équivalent de 120 km à parcourir, l'équivalent de 3 marathons. Et comme je l'ai dit juste avant, à partir de ce moment-là, David n'a jamais dépassé les 40 km. Donc il ne sait pas comment son corps va réagir. Et à partir de ce moment-là, c'est l'inconnu total. À partir du 80 km, tout commence à lâcher. Ses cuisses deviennent du plomb, les poumons se congestionnent, la poitrine grésille et il commence à lâcher des glaires brunes. Des vagues de douleur le submergent et dans sa tête, le chaos commence. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Est-ce que quelqu'un a déjà réussi ça? Avec des crackers et une boîte de Mioplex? Mais est-ce que c'est possible finalement? Vraiment? Pourquoi je fais tout ça? Faudrait que vraiment j'arrête. Pas un petit Netflix là. Au 110e kilomètre, chaque pas est un véritable combat. Ses orteils, ses jambes, son dos, ses yeux, tout hurle de douleur. Il a 2 doigts de s'évanouir. Et au 112e kilomètre, c'est la coupure nette. Impossible d'avancer. Il est étourdi, déshydraté, en manque de sodium et de potassium. Sa femme Kate, qui était infirmière, voit qu'il souffre d'une tension artérielle extrêmement basse. Et là, il se rend compte qu'il urine rouge. Son corps rejette du sang et il se fait littéralement dessus. Je pense que quand tu es un homme de la trentaine qui pisse du sang et qui se fait dessus, à partir de ce moment-là, je pense que t'arrêtes quoi. Ouais, t'arrêtes. Je tiens à préciser que à ce moment-là, David a couru 112 km en 12 heures, sans entraînement. C'est presque l'équivalent de 3 marathons. C'est juste phénoménal. J'ai fait un semi-marathon. Pour l'anecdote, la vidéo elle est sur ma chaîne. Je peux vous dire que je l'ai bien préparé le semi quoi. Je partais de zéro et j'imagine 112 km
surtout en tenant une grosse allure comme David. Et dans le livre, David explique que quand on se lance des défis extrêmes, on est dans le confort, on est dans son lit, on est sur son canapé, on imagine la gloire, le succès, la réussite et la fierté, mais en réalité, on ne réalise pas vraiment le moment où l'esprit craque, où il nous bombarde de doutes et où il devient notre propre ennemi. Et c'est là que Goggins, à ce moment-là, fait la différence. Il expliquait qu'à ce moment-là, il s'est reconnecté à ses victoires et toutes les fois où il avait déjà réussi à surmonter des grosses souffrances dans sa vie. Et en revivant ces émotions, il réactive son système nerveux sympathique, l'adrénaline reprend le dessus, la douleur s'atténue et il repart. Quand l'enfer s'impose à nous, on a tous besoin d'un feu intérieur. Ces petits feux qu'on allume dans la douleur, qui finissent par devenir un brasier infernal. Termine la course, titubant, tremblant dans la brume, il s'effondre sur une chaise, toujours en train d'uriner du sang. Et oui, il se refait dessus une deuxième fois. Forcément, c'est les crackers et les myoplex. Kate, à ce moment-là, était paniquée. Elle court à la voiture, charge Goggins à l'arrière du véhicule et voilà l'amener directement à l'hôpital. On va dire réaction à peu près logique, quoi, mais c'est David. On commence à le connaître maintenant, c'est un Navy Seals. David refuse d'aller à l'hôpital, donc Kate respecta son choix. Ils se rendaient à leur appartement et vous imaginez bien que pour monter les marches du bâtiment, c'était un véritable enfer. Et arrivé dans l'appartement, David s'écroule au sol, ses jambes tremblaient de sang et d'urine. Ses pieds sont couverts d'ampoules, 7 de ses ongles de pied sont en train de tomber. Et c'est là, dans cet état, qu'il réalise ce que je viens d'accomplir, c'est l'exploit le plus difficile de toute ma vie. Bien plus que la semaine d'enfer. Et en même temps, encore une fois, courir 160 km sans préparation, les gars, je peux vous dire que je pense qu'il fait partie des Ethic Golden et au-delà de ça, il a un mental vraiment... En fait, je pense qu'on ne peut pas réaliser. On ne peut pas réaliser tant qu'on n'a pas fait au moins la moitié de ce qu'il a fait. Donc voilà, vraiment gros mental, David. Gros mental, en vrai. Ensuite, je pourrais vous étaler d'autres courses que Goggins a fait, comme la Earth 100. Il s'agit d'un trail d'endurance les plus difficiles au monde avec 7500 mètres de dénivelé vertical étalé sur plus de 160 km. Donc cette course se déroule sur l'île d'Oahu, à Hawaï, en pleine jungle tropicale. Donc David l'a faite. Il a aussi fait un marathon à Las Vegas qu'il a couru en moins de 3h08. On pourrait me dire, ouais, c'est pas si impressionnant que ça, un marathon par rapport à tout ce qu'il a fait. Il faut savoir que quand il l'a fait, il avait de multiples fractures au pied. Voilà, de base, il n'avait pas prévu de courir, il accompagnait sa mère et sa copine. Et puis quand il y a eu le déclenchement pour dire, allez, c'est parti, le marathon est lancé, mais David n'a pas pu s'empêcher de le faire, alors qu'il avait donc des multiples fractures au pied. Et il a fait en moins de 3h08, quoi. David. Après avoir survécu à la course des 160 km, David Goggins ne s'est pas arrêté là. Parce que ce gars-là, il ne cherche pas à réussir. Il cherche à se dépasser. David, ce qui le fait vibrer dans sa vie, c'est le dépassement de soi, c'est faire toujours plus. Il cherche à se dépasser jusqu'à dissoudre la douleur. Et quelques mois plus tard, il tombe sur le livre des Guinness des records. Il lit une ligne qui va absolument tout changer pour lui. Record du monde de traction en moins de 24 heures, 4020. Et là, Goggins se dit simplement, ok, on va faire ça. On va le faire. Pas pour la gloire, pas pour les caméras, mais pour prouver, une fois de plus, que le mental peut surpasser le corps. On peut dire que David, c'est un peu un scientifique du terrain, quoi. Il aime beaucoup expérimenter, prouver que le mental peut vraiment surpasser ce qu'il pense pouvoir faire. D'ailleurs, il y a beaucoup de scientifiques qui se sont intéressés à lui. Vous avez d'ailleurs la vidéo qu'il a faite, l'interview avec le docteur Andrew Huberman, si je ne dis pas de bêtises. Vous pouvez aller la voir, elle est vraiment superbe. Il y a les sous-titres si vous ne parlez pas bien anglais. Je vous invite à aller la voir. Et la première tentative de battre le record se fait avec une émission de télé. Donc le décor était parfait, caméra, projecteur, public, pression maximale. Mais dès les premières heures, ses mains explosent. Ses pommes se déchirent, la peau se décolle, le sang jaillit, les muscles crient à l'arrêt.
Et au bout de 2500 tractions, il est forcé d'abandonner. Pour n'importe qui d'autre, ça serait fini. Et David, lui, il appelle ça une répétition. Quelques mois plus tard, il retente, même schéma, douleur, sang, cloque. Il en fait plus de 3200, mais encore une fois, il échoue. Et là, David dit une phrase: chaque fois que j'échouais, je ne voyais pas une défaite, je voyais une nouvelle donnée à analyser. Il étudiait son corps comme un ingénieur, il comprenait comment ses muscles réagissaient, comment ses mains se déchiraient, comment sa tête tentait de le saboter, puis vient la troisième tentative, celle où il décide d'en finir une bonne fois pour toutes. Cette fois, pas de show, pas de public, pas de caméra. Juste lui, une barre et une volonté qui dépasse la logique humaine. Il s'installe dans une salle de sport, prépare ses mains avec du ruban adhésif et commence à tirer. 1 heure, 2 heures, 10 heures, les mains ouvertes, le dos en feu et les mains tremblantes. Il ne compte même plus les heures, il est dans sa zone. Et après 17 heures, il dépasse le record mondial de 4020 tractions et il continue. Et au bout de 24 heures, il réalise un total de 4030 tractions. Il devient l'homme ayant fait le plus de tractions au monde. Quand on lui demande comment il a tenu, il a compris que quand tu penses être à bout, tu es seulement à 40% de ce que ton corps est capable de supporter. Et c'est ce qu'il appelle la règle des 40%. Et c'est cette règle qui a façonné sa vie. Pour la petite anecdote, le record des tractions, il a été battu par un Français qui fait des vidéos sur YouTube d'ailleurs. Je crois que c'est Tonton Tom ou un truc comme ça. Je crois qu'il a fait en 5-6 heures. Absolument phénoménal. Un gros bravo à justement Tom Tom, je crois qu'il s'appelle comme ça. Tonton Tom Tom. Vraiment impressionné de sa perf. Quand je l'ai vu, j'étais choqué moi. Après son record de traction, Goggins aurait pu se reposer. Il aurait pu vivre sur sa gloire, donner des conférences, encaisser l'échec, mais ce n'est pas lui ça. Ce mec, il court pas après l'argent, il court après le sens. Et un jour alors qu'il est en mission dans l'armée, il apprend la mort brutale de plusieurs de ses camarades tombés au combat. Des gars avec qui il avait partagé la souffrance, la boue, la peur, et il se jure de courir pour eux. Il décide de lever des fonds pour les familles des soldats qui sont morts au front. Comment il va procéder pour réaliser ça? En courant une course dans chaque ville, où il va donner une conférence dans un lycée et chaque discours qu'il donne aux jeunes pour les motiver à rejoindre l'armée se termine par un footing symbolique dans la ville, souvent seul, parfois sous la pluie, avec ce drapeau américain qu'il traîne derrière lui comme un fardeau sacré. Il court encore et encore des centaines puis des milliers de kilomètres à travers les États-Unis. Il ne compte plus ses blessures, tendinites, les entorses. Chaque pas est un hommage. Chaque douleur est une prière silencieuse. Mais un jour, son corps lui dit stop. Littéralement. Il commence à cracher du sang, son cœur bat la chavanne régulièrement. Les médecins découvrent un trou dans son cœur. Une malformation cardiaque qu'ils appellent un foramen ovale perméable. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais grosso modo, c'est une ouverture entre les oreillettes du cœur qui ne s'était jamais refermée. Et à ce moment-là, on lui dit « David, tu ne peux plus courir parce que si tu continues, tu risques la mort. » Il répond simplement « Si je dois mourir, alors je vais mourir, mais en mouvement. » Après une opération réussie, il reprend l'entraînement, encore une fois, toujours. Parce que Goggins n'a jamais couru pour être parmi les meilleurs, même s'il en fait partie malgré lui. Il a couru pour ne plus jamais fuir. Après une opération réussie, David reprend l'entraînement, encore une fois, toujours. Parce que David n'a jamais couru pour être le meilleur, il a couru pour ne plus jamais fuir ses responsabilités. L'histoire de David, c'est pas celle d'un surhomme, c'est celle d'un gamin battu, humilié, traumatisé, qui a choisi de transformer sa douleur en puissance. Ce qui nous apprend, c'est que le mental, c'est un muscle et que chaque fois que tu refuses d'abandonner, chaque fois que tu dis encore une, tu le renforces. La clé, c'est pas la motivation, parce que la motivation, ça part, ça vient. La clé, c'est la discipline et pas la soupline. C'est ce que David prononce souvent dans ses vidéos.
Stay hard. Reste solide quand tout le monde se plie. Ne laisse jamais ton esprit décider de quand c'est fini. Quand tu crois que tu es à 100%, tu es seulement à 40%. C'est la règle des 40% et cette règle, elle peut changer ta vie. D'ailleurs, il y a un challenge que David avait mis en place, que j'aimerais bien faire un jour, peut-être en 2026, qui consiste à courir l'équivalent de 2 marathons en 48 heures. En gros, si mes souvenirs sont bons, il faut courir environ 6 km et demi toutes les 4 heures pendant 48 heures. Donc c'est-à-dire que tu ne peux pas faire de nuit complète. Par exemple, tu commences à minuit, jusqu'à 4 heures du matin, tu dois courir 6 km et ainsi de suite tous les 4 heures. J'aimerais bien le réaliser un jour, donc peut-être, pourquoi pas en 2026. Alors la prochaine fois que tu veux abandonner, souviens-toi de Goggins. Souviens-toi qu'il s'est rasé la tête pour recommencer à zéro, qu'il a pissé du sang littéralement pour finir une course, qu'il a refait 3 fois la semaine de l'enfer, qu'il s'est fait humilier, qu'il a été pris pour cible par ses camarades à l'école, par son père, et qu'il n'a jamais cessé de courir. Parce que David a compris une chose, le vrai combat, c'est pas contre les autres, c'est contre soi-même. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Moi j'ai kiffé l'affaire en tout cas. J'ai acheté son livre en 2023, j'ai dû tout le relire, faire le script, etc. Bref, j'ai adoré, vraiment j'ai kiffé. Et j'espère que ça vous incitera à acheter son livre et à le lire de votre côté. Même si vous n'êtes pas un grand lecteur, vous allez être absorbé par son livre, c'est sûr. Et ça va vraiment vous motiver et peut-être vous débloquer certaines choses. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve pour une prochaine vidéo.